Alors, j'ai beaucoup fréquenté les opposants au projet du 14-20 depuis un mois, et on m'a souvent suggéré qu'il y avait des intérêts douteux derrière l'obstination du maire à refuser de réétudier le projet. Eh bien, je refuse de le croire. Personnellement, je ne pense pas que c'est parce qu'il y a des intérêts douteux que M. Tremblay ne veut pas réétudier le projet. Je crois que c'est parce qu'il a un excellent dossier en main. La Ville de Montréal a très bien travaillé sur le dossier du 14-20. D'abord, les services de la Ville de Montréal ont travaillé de façon exceptionnelle. Le service des parcs s'est assuré qu'il n'y ait pas, autour du 14-20, de destruction de la forêt environnante. Le service du patrimoine s'est assuré qu'il n'y ait aucune destruction du patrimoine architectural, religieux, culturel. Le bureau du Mont-Royal a négocié un chemin de passage derrière le 14-20 qui permettrait l'accès des passants de Outremont vers le site du 3e sommet. En plus du bon travail qui a été fait au niveau de la Ville, il faut avouer que le 14-20 est un dossier déclencheur. Ce n'est pas un dossier qui doit être étudié en soi tout seul. Il y a un effet domino. Tous ces éléments-là, je pense, font que la vente du 14-20 n'est pas un mauvais dossier, c'est un dossier qui a été bien ficelé, bien travaillé. Il aurait l'impression que si on arrêtait cette vente-là, on reculerait. Sauf que si la Ville de Montréal a bien travaillé, ses partenaires, eux, sont, comme on dirait en Provence, sont des malheureux. D'abord, Catania. De toute évidence, Catania n'a pas fait ses devoirs. En acceptant presque toutes les conditions qui ont été imposées par le patrimoine, sans discuter, ils ont fait un peu comme la stratégie de Vinco à Griffintown, promettre des parcs, promettre des préservations, promettre, et après ne rien livrer parce qu'économiquement, ça ne fait pas de sens. Il y a 200 millions de dollars de promesses pour 130 condos. Les chiffres ne marchent pas. Il va se passer quelque chose. Ce quelque chose, c'est que peut-être, par exemple, à la faveur d'une petite décroissance économique, il y a seulement 50% des unités qui se vendent, et puis que tout à coup, on dit ah, ben, on n'a plus d'argent pour rénover la chapelle. Il faut demander une subvention au ministère de la Culture. On ne pourra pas faire des stationnements souterrains. Ou pire encore, qu'on vende à un autre promoteur qui, lui, n'aurait fait aucune promesse. Alors, la menace d'un 14-20 qui ne soit pas préservé, qui soit placardé, est bien plus grande si on le vend à Catania que si on le garde dans le domaine public. Et surtout, l'autre partenaire qui n'est pas à la hauteur des travaux qui ont été faits par la Ville de Montréal pour s'assurer que tout soit fait dans l'ordre, c'est l'Université de Montréal. L'Université de Montréal a commis de très, très nombreuses erreurs. La première, c'est l'estimation des coûts de rénovation. Les coûts de rénovation à 130 millions prévoient la construction d'un stationnement souterrain. Juste ça, en partant, si on l'enlève, le stationnement souterrain, le coût de rénovation diminue grandement. Par ailleurs, ils ont évalué des normes pour la rénovation des salles de classe qu'il n'y a nulle part ailleurs dans l'Université de Montréal. Des normes avec Internet, en direct, etc., etc. On n'a pas besoin de ces 130 millions d'investissements. Tout le monde qui a visité le 14-20 sait qu'on peut enseigner dans le 14-20 demain matin. Les coûts de rénovation à 130 millions, c'est une hyperinflation. La Ville, en plus de cette erreur majeure, l'Université de Montréal n'a pas un plan qui permet de préserver la montagne, même si elle déménage le 14-20. Il est prévu par l'Université de Montréal de construire le pavillon Lassonde 2 dans la dernière possibilité d'accès sur le sommet, qui est la coulée verte. L'Université de Montréal s'obstine à croire qu'elle manque d'espace, alors qu'en fait, elle manque de grandeur. Ce que l'Université de Montréal ne comprend pas, c'est la valeur du site, c'est la valeur du patrimoine. C'est la valeur de construire sur les flancs du Mont-Royal une université qui soit un parc-campus, qui soit une représentation de l'ensemble de ce que nous voulons, de ce que nous avons comme valeur, nous, en termes de savoir, de culture, de patrimoine. Je demanderai à M. Tremblay, pour comprendre cette notion-là de grandeur, d'imaginer la scène suivante. Il se promène dans l'Université McGill, il passe à côté du Art Building. Le Art Building est préservé de façon honnête, mais a été transformé en immeuble à condos. Il passe devant le Redfern Museum. Il s'aperçoit que ça a été divisé en 3. Ça a été préservé, les fenêtres sont encore là, les portes sont pareilles, les poignées sont pareilles, mais ça a été divisé en 3, puis il y a 3 grands propriétaires, entrepreneurs qui en ont fait leur résidence. On sait que c'est impossible. On sait que ça ne se produira pas. Pourquoi?
Parce que l'Université McGill a une culture, un sens de l'institution qu'on n'a pas de l'autre côté de la montagne. Pas parce que l'Université McGill a plus d'argent. L'Université McGill a fait des acquisitions pour accroître son domaine à des époques où elle manquait d'argent. Et pas seulement l'Université McGill, d'ailleurs, les Montréalais. Il y a plusieurs maires à Montréal qui ont fait grandir le Mont-Royal à l'époque. Vous savez que le Mont-Royal, à l'époque, était 60% plus petit quand il a été créé en 1873 qu'il l'est aujourd'hui. À des moments très difficiles de l'histoire de la ville de Montréal, on a consenti à faire des efforts pour agrandir le Mont-Royal. On a fait preuve de grandeur. C'est quoi la grandeur? C'est une sorte de foi dans l'avenir, une foi qui dit qu'on n'est pas certain que la valeur du geste qu'on commet, mais on le commet quand même au nom de la collectivité. Et c'est ça qu'on veut avoir de la ville de Montréal.